Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de l'outre-mer, de notre outre-mer. Alors, je vais vous en parler en raison de la crise très grave dans cette région auquel nous devons rendre justice et le fait que cette crise reflète notre incapacité ici, en métropole. Alors, disons, disons-le de façon simple, euh, il faut mettre fin à la profitation comprador. Hein, ça veut dire que une élite, là-bas, une soi-disant élite, bien sûr, une élite de pouvoir et de corruption, profite de la situation, contrôlant le transport, le carburant, les secteurs agroalimentaires. Et la profitation fait que le coût de la vie est entre 20 et 30% supérieur au coût de la vie en métropole, mais qu'en même temps, les habitants de ces territoires, les Français de ces territoires, vivent mieux que les habitants de la région où ils se trouvent. Donc, c'est un paradoxe malsain parce que d'un côté, il y a ce profit accumulé par les gens qui exercent un pouvoir qui découle de la période coloniale, et de l'autre côté, ils pratiquent des mesures, je dirais, d'assistance et d'aide pour éviter qu'il y ait une insurrection, ce qui crée toute une série de réseaux de corruption et le défaut de développement, la prolifération des gangs et des trafics. Alors, le chômage, bien sûr, est plus élevé qu'en métropole, et en même temps, je dirais, comme on dit aujourd'hui, la situation est pour les habitants qui veulent autre chose, mais qui en même temps savent que l'indépendance les conduirait à une baisse du niveau de vie. Donc c'est une situation pour eux extrêmement difficile à vivre et que nous devons à tout prix résoudre, faute de quoi nous irons au désastre. Alors, évidemment, une des autres questions, c'est que cette situation rend très difficile l'intégration, comme on les appelle, des dromcoms, dans les régions qui les entourent. Et on traite généralement ces questions lorsqu'elles apparaissent au cas par cas, comme s'il s'agissait d'un étoile lointain qui était en réalité proche. Et surtout, on ne manifeste pas d'anticipation ni vision. Ce qui fait que les choses étant ce qu'elles sont, le système peu à peu se décompose. Alors, évidemment, il y a des raisons pour rester français. Et ces raisons, c'est pour nous notre influence dans le monde. Ces territoires définissent environ 11 millions de kilomètres carrés de terre océane, ayant environ 1 800 000 électeurs, plus de 3 millions d'habitants. Donc, c'est notre influence aussi culturelle et de notre langue, et ce qui devrait être, et qui hélas ne l'est pas toujours et pas souvent, nos valeurs. Alors, il y a des raisons d'être français, mais il y a des raisons de changer. Si on a une certaine idée de la France, c'est une idée qui change. C'est une idée source, ce n'est pas une idée enracinée. Alors, il y a une raison géographique, territoriale, intégration dans les régions dans lesquelles se trouvent ces territoires, dans des sortes de confédérations de développement mutuel. Pour cela, on doit organiser des échanges en matière agricole, en matière industrielle et en matière, je dirais, et de culture et aussi, bien entendu, commerciale. Il y a à cela aussi une considération sociale qui est fondamentale. Une réforme agraire digne de ce nom doit enfin avoir lieu. Par exemple, en Martinique, 1% des béquets contrôlent 50% de la terre. Et c'est à peu près la même chose en Guadeloupe. Un peu moins, mais à peu près pareil.
Donc il faut couper l'herbe sous le pied, aux spéculations. Toute la protection sociale dont bénéficient les gens qui sont en place. Et protection donc pour les produits locaux, au lieu d'avoir une économie d'importation. Pour les carburants, pour l'agroalimentaire, pour tout ce qui rend le coût de la vie si élevé. Il faut recréer un développement, disons, à l'intérieur de ces pays. Comme on dit, un développement qui soit endogène. Il faut développer l'agriculture. Alors, développer les lycées agricoles et les statuts d'agriculteurs là où il n'y en a pas. C'est une protection des productions locales qu'il faut. Il faut faciliter l'intégration des jeunes diplômés agricoles dans des exploitations et aider à ces exploitations. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on doit voir le type d'exploitation qui correspondent aux traditions du droit coutumier. Il faut inventer, il faut développer, il faut des taxes qui soient supprimées, supprimer les taxes sur les engrais, les carburants nécessaires, le gazoil nécessaire à l'agriculture. Les taxes sur les désherbants aussi doivent être supprimées. Il faut favoriser les PME et les PMI qui créent des emplois sur place. Évidemment, on doit aussi avoir des normes qui permettent de protéger les productions locales. Même approche pour la pêche que pour l'agriculture. Il faut engager une dynamique de discussion avec les pêcheurs des régions environnantes, dans les Caraïbes, dans l'archipel des Comores, au Canada, etc. Il faut une politique de santé publique qui soit enfin digne de ce nom. Il est important, par exemple, que la Chine mobilise pour la santé un effort dans les Comores. Si cette politique de santé est pratiquée dans les Comores, il y aura, ou qui est en même temps une politique de développement économique dans les Comores, les gens auront moins tendance à tenter de passer à Mayotte. Donc il faut cette politique de développement mutuel. Aussi, dans les Antilles, il faut établir des relations avec tout ce qui, dans ce domaine de santé publique, peut être positif. À Cuba, il y a une excellente école de médecine, il faut avec les Cubains coopérer. Peut-être le vaccin cubain serait-il mieux accepté qu'un vaccin promu par les pays dits occidentaux. Alors, tout cela, toute cette approche pour l'ensemble de ces pays dits d'outre-mer est idéaliste. On dira oui, diront beaucoup, vous rêvez. Aujourd'hui, oui, c'est idéaliste. Avec les gouvernements français qui n'ont ni vision ni anticipation, c'est irréaliste. Mais on ne peut pas trouver des solutions en faisant comme a fait Sébastien Lecornu, en envoyant le RAID, le GIGN et un escadron de gendarmerie de plus. On ne résout pas dans des rapports de force une situation qui vient de causes qui sont profondes, économiques, sociales, politiques, historiques, culturelles. Donc, ce n'est pas étonnant si aujourd'hui les Guadeloupéens soient sans illusion devant la politique de l'État français. Vous savez, ils voient le déboulé de candidats au présidentiel et ça les fait rire un peu amèrement parce que après ils ne viennent plus. Et ce qu'a dit un collectif guadeloupéen en créole exprime assez bien leurs sentiments. Eh bien, ils foutaient pas mal de nous. Voilà. Ils se sont fichus de nous, tous. Donc c'est une situation extrêmement dangereuse. Alors, dans les points de crise principaux, je prendrai d'abord la Nouvelle-Calédonie. Vous savez qu'il y a une majorité de non à l'indépendance qui a été très élevée, 96,5%, mais parce que la communauté kanak avait appelé au boycott. C'est un boycott réussi, puisqu'il y a eu un très fort taux d'abstention, supérieur à 50%. Donc les conditions du référendum n'ont pas été bonnes. Il est vrai que le FLNKS a tout fait, d'abord pour l'avoir, ensuite pour le remettre à plus tard, et ils ont saisi l'occasion du deuil kanak dû à ces politiques d'extension de la Covid qui frappent les plus pauvres, donc évidemment qui a frappé
les populations les plus dépourvues. Il y a le problème donc, de ce référendum qui s'est tenu sans qu'une partie de la population et la partie d'origine de la population y ait participé. Et il y a les différences de vote, où on voit un vote qui est très différent, où les îles de la Loyauté, le Nord et le Sud-Est ont tendance à voter et à être pour l'indépendance, et le Sud contre, en particulier le Sud, Nouméa, habité par des gens qui sont venus plus tard de France. Donc on a cette division. On l'a appelé cela les Caldoches, les Kanaks et les Walisiens. Une population donc très diversifiée et dans laquelle il faut recréer un sens d'unité. On est là très loin de la France, donc il faut une autonomie qui est en partie déjà réalisée, mais qui doit être plus étendue. Alors la vraie question, ici comme ailleurs dans l'outre-mer, c'est les droits réels, économiques et sociaux, en particulier des communautés kanaks. Parce qu'au niveau culturel, il y a ce très beau musée, donc, de la culture kanak. On a déjà reconnu 28 langues kanak. Il y a un Sénat coutumier qui existe. Un système électoral qui, dans les assemblées provinciales, favorise les communautés kanak. Donc, de ce côté-là, il y a eu des avancées. Mais ça ne correspond pas à des avancées dans la vie réelle. On voit les jeunes kanaks désœuvrés, n'ayant pas la possibilité d'avoir un emploi, se trouver dans un état, disons, dans un mode de vie qui les pousse, par le désœuvrement et les difficultés qui s'éprouvent, à être en dehors du tissu productif de la région. Soyons plus spécifiques pour le plus urgent. Partout, il faut créer les conditions d'un attachement à la France et le créer par la justice sociale et la reconnaissance de la culture de tous les intéressés. Nouvelle-Calédonie, ça veut dire un consensus océanien, comme on a pu l'appeler. Il y aura un 4e référendum qui est censé se tenir pour faire valider l'accord sur que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Un 4e référendum qui se tiendra le 30 juin 2022. Il y a 18 mois de discussions qui doivent aboutir à ce sens de l'unité auquel il faut absolument arriver. Il faut reconnaître encore davantage la langue, la culture de cette terre et évidemment résister aux tentations australiennes d'abord et chinoises ensuite d'exercer leur influence. Il faut donc créer des emplois qualifiés pour ce qu'on a appelé là-bas ces petits frères partis faire des études en France et qui sont retournés cultiver le champ à la tribu faute d'avoir trouvé un emploi. Si l'on ne crée pas un développement social intégré, les conséquences seront désastreuses. Donc notre mission est de créer ce développement. Et il faut construire quelque chose de nouveau, avec notamment l'atout du nickel, qui doit être géré dans l'intérêt mutuel et pas celui des Elon Musk, d'Australiens ou de Chinois. Donc, des revenus du nickel pour investir et la nécessité d'un accord avec la Chine, qui est le premier client de ce minerai. Pas pour que la Chine exerce une influence ou une tutelle, mais pour un développement mutuel. En Guadeloupe et en Martinique, on est rentré dans une logique de négociation. Le dernier barrage routier a été levé en fin de la semaine dernière, tout comme le couvre-feu à 20h. Alors, qui se réunit? Les élus locaux et les collectifs d'organisation. Alors, il faut parvenir à une forme de pouvoir de décision qui soit locale, dont toutes les affaires qui relèvent de la vie de ces communautés, avec une mutualisation, et j'appellerais ça, en termes historiques par rapport à la France,
une mutualisation proudhonienne, qui ne soit ni une mutualisation forcée de l'extérieur, ni le rêve et l'illusion d'un État tout-puissant. Il faut intégrer, développer et trouver des ressources dans l'histoire du pays et la façon des pays, des Antilles, et la façon dont ça s'est fait. Alors, des mesures spécifiques à court terme. Blocage des prix des produits de première nécessité. Il faut arrêter la vie chère et arrêter les prérogatives des importateurs. Une solution rapide à l'insalubrité et aussi à l'état désastreux des routes. Chacun a le droit à l'eau potable et chacun a le droit à l'eau. Tous les réseaux de l'eau sont dans un état désastreux là-bas. L'État français a, disons, pour le traiter avec bienveillance, a fait preuve de négligence. Je serais tenté de dire de bien plus. Il y a une pollution maritime à résoudre avec des algues sargasses qui prolifèrent, et il faut une intervention déterminée pour mettre fin à cette pollution, qui pose des problèmes en termes de pêche et surtout en termes de tourisme. Il faut indemniser toutes les victimes de la chlordécone et mettre honnêtement sur table ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est pas encore fait. Vous savez qu'il y a 2 fois plus de cas de cancer de la prostate en Guadeloupe qu'en métropole. La chlordécone qui a été utilisée dans les bananeraies contre les charançons. Et cela a créé un manque de confiance, le fait que cette question ne soit pas traitée, qu'il n'y ait pas eu d'indemnité comme elles étaient méritées. Cela a créé une très grande, je dirais, un très grand manque de confiance, un très grand doute vis-à-vis de ce qui vient de l'État. Et c'est la question de l'opposition à la vaccination, qui est la forme par laquelle s'est manifesté ce manque de confiance à l'État français. Alors c'est là que la coopération avec les Cubains serait peut-être intéressante, parce qu'un vaccin venu de Cuba serait peut-être considéré comme plus acceptable qu'un vaccin venant des pays dits occidentaux. Évidemment, aussi, il faudrait créer les conditions où les personnes âgées, les vieux et les vieilles femmes soient écoutées, et écoutées par les jeunes qui peut-être leur feront plus confiance, en particulier qu'à certains de leurs élus dont ils connaissent la corruption. Donc, avoir confiance dans la vaccination, c'est évidemment en rapport, pour cela il faut changer le rapport plutôt, avec l'État, avec aussi le droit, et tout ce qui est l'héritage colonial. Et cette question de la vaccination pose la question de l'héritage colonial et la question d'une politique de santé publique qui doit être une politique digne en Guadeloupe et en Martinique, ce qui n'a pas été le cas, elle n'est pas au niveau de celle de la métropole. Un système de santé digne, et c'est ce que nous avons proposé en tant qu'Institut Schiller dans le monde, pour un projet Avicenne-Ipsina, qui serait un projet que dans chaque pays du monde, il faut qu'on prévoie un système de santé publique digne de ce nom, qui marche, ce qui suppose l'électricité, ce qui suppose l'eau, ce qui suppose des médecins, ce qui suppose des aides-soignantes. On n'est pas fichu de le faire même dans nos hôpitaux en France. Donc le défi à relever, c'est de le faire chez nous, partout, en métropole comme dans l'outre-mer. Et si nous ne relevons pas ce défi, le doute subsistera et ce sera désastreux pour tout le monde. Alors, dans ces conditions, je pense, nous devons écouter Patrick Chamoiseau. Que nous dit aujourd'hui Patrick Chamoiseau? Il nous dit il faut combattre, c'est le contexte mondial, combattre partout le néolibéralisme. Un néolibéralisme totalitaire. J'ai souvent dit qu'il s'agit d'une dictature financière en réalité. Donc, aux Antilles comme partout ailleurs. Ça, c'est le contexte mondial. Il faut se libérer de cela. Il faut combattre les forces aggravantes dans les Antilles. Ça, c'est le contexte local. Donc,
c'est les éléments encore archaïques qui subsistent relevant du contexte colonial. Le paternalisme, le patriarcat, la corruption. Et moi, mon grand espoir, dans ces conditions, ce sont dans ces régions, et je crois que tous ceux qui ont écrit sur des régions comme Glissant, comme Chamoiseau ou d'autres, partagent cet espoir, ce sont les femmes, où les femmes, en particulier métisses, les noires, mais aussi des femmes avec elles, qui sont des assistantes, souvent soignantes dans les hôpitaux venus de métropole, toutes ces femmes peuvent recréer une culture du soin et une culture de l'intégration. Évidemment, je n'exclus pas les hommes, je ne suis pas dans le woke ou dans le féminisme absolu, mais je pense que ce rôle des femmes sera essentiel dans les Antilles et relève aussi de leur histoire. Il faut aussi recréer une solidarité et des organisations qui expriment là-bas cette solidarité. C'est de nouvelles formes de dialogue, disons, pour dissiper ce milieu, disons, obscur et chaotique, perçu par les populations, de la politique dans les Antilles. Donc cela suppose une République française unifiée et disposant de larges espaces évolutifs d'autonomie et de délégation de souveraineté. Et ça, c'est le grand défi par rapport à tout ce que je viens de dire, mais avec une substance concrète, qui est la substance de la vie, du droit à la vie, et du premier des droits de l'homme, qui est le droit d'avoir un toit décent, de l'eau, de manger et d'être éduqué. Ça, c'est le défi pour les Antilles. À Mayotte, nous avons le même défi. Et nous avons présenté nous-mêmes un projet de développement intégré pour Mayotte, que nous défendrons, un de nos candidats défendra au cours des législatives. C'est un droit et une vision qui doit correspondre à l'ensemble comoré-maoré. On ne peut pas traiter Mayotte comme si c'était quelque chose à part. La départementalisation a créé ces conditions. Elle aurait pu être menée tout autrement. Donc aujourd'hui, à Mayotte, la situation est pratiquement très difficile à maîtriser, avec à peu près une moitié de la population qui vient des Comores. Donc il faut faire quelque chose aux Comores, et nous devons y coopérer, si possible avec la Chine, si possible avec d'autres pays, et en même temps créer à Mayotte les conditions où la vie ne sera pas beaucoup plus chère qu'en métropole, et où il y ait, comme dans les Antilles, une différence entre le niveau de vie des gens, je dirais, de Mayotte, ou dans les Antilles venus des Antilles, des gens qui vivent ordinaire, et les fonctionnaires de métropole, qui ont une prime à environ 40% par rapport à ce qui touche en métropole. Donc on crée aussi une aggravation de cette doute vis-à-vis de l'État, de cette manque de confiance, en créant des niveaux de vie extrêmement différents, en créant des conditions qui étaient un peu comme les coopérants en Afrique, qui créent des conditions, disons, qui peuvent être assimilées à l'histoire coloniale. Alors, il faut aussi, évidemment, créer les possibilités de développement mutuel, et j'insiste sur cela, les nouvelles routes de la soie de la Chine seraient sans doute une forme d'engagement à saisir, à condition qu'il y ait entre la Chine et nous un respect mutuel. Et une politique, évidemment, j'insiste encore, de santé publique et une politique d'approvisionnement agroalimentaire, là aussi. Voilà. Pour finir, je dirais que nous devons changer de façon d'agir
si nous ne voulons pas un désastre dans une indépendance qui ne serait pas préparée et qui serait confuse et chaotique, ou dans la suite du système actuel qui conduirait, faute d'autre chose, à l'insurrection, à l'indépendance. Donc il faut organiser ce changement pour lui donner un sens. Et pour cela, évidemment, ce changement doit être ici, en métropole, comme là-bas. Et c'est l'opposition à cette mondialisation financière dont nos gouvernements, depuis 40 ans, environ 40 ans, peut-être 50 ans, ont été complices. Alors, je serais tenté d'appeler un plan différent, un plan Louise Michel, un plan Aimé Césaire, un plan Patrick Chamoiseau, d'émancipation avec la France. Et la France devait s'émanciper elle-même, du même coup, bien entendu. Et je terminerai en citant Toussaint Louverture, le 29 août 1793, qui disait « Déracinez avec moi l'arbre de l'esclavage et nous aurons un avenir. » Et je crois que cet arbre de l'esclavage est un arbre qu'on a laissé pousser et se développer dans notre outre-mer, mais aussi chez nous, de façon différente. Donc, cette émancipation là-bas sera aussi l'émancipation en métropole, et j'y crois fermement, et je crois que nous avons aujourd'hui, dans les tensions internationales, dans les difficultés que nous vivons, dans une volonté de changement du système financier, monétaire qui règne dans le monde, nous avons une occasion. Et je voulais vous parler de notre outre-mer par rapport à cette occasion et par rapport à la mission que nous voulons poursuivre.